Moi, c'est Thibaut Levarin, je suis Product Manager chez OVH Cloud et je suis accompagné aujourd'hui de Maël Legal. Je te laisse te présenter. Du coup, moi c'est Maël. Donc, moi je suis tech lead dans l'équipe IA Solutions chez OVH Cloud et ça fait plus de 6 ans qu'on travaille sur des sujets liés au deep learning. Donc, on peut dire qu'on était déjà dans le sujet avant que ça devienne tendance parce que ça, on va dire que la tendance elle a grossi là depuis 1 an environ, mais on était déjà dans le domaine avant tout ça. Donc les tendances, ça va être le bon mot. Moi je vais vous présenter, ce que je vous propose ce soir, c'est un meet-up en 3 étapes. Le premier, on avait la chance avec Maël d'être au Festival de Cannes, on va l'appeler comme ça, au World AI Cannes Festival, donc au Palais des Festivals, c'était là, on a mis les pieds sur les marches. Donc on a parlé avec beaucoup de gens, beaucoup de clients VH, beaucoup de prospects, beaucoup de gens dans les couloirs. On a assisté à des confs, à des démos, à pas mal de sessions et on a rapporté un petit peu les sujets chauds, un petit peu les dernières tendances du marché et on va vous présenter ça. Dessus, je vous ai rajouté un petit peu nous les tendances qu'on identifie aussi chez OVH, que j'ai récupéré sur des market trends, sur des grands indicateurs, qui viendraient compléter un petit peu cette vision du World AI Cannes Festival. Ensuite, je vais vous présenter ce qu'on fait chez OVH Cloud sur l'IA générative et aussi un petit peu sur l'IA de manière plus générale. Voilà. Je pense que les deux sujets sont quand même extrêmement adhérents, même si c'est vrai la hype en ce moment est autour de l'IA générative, ça on en discutera un petit peu aussi. Et on finira par une démo de Maël sur comment en fait on peut déployer un LLM open source sur le cloud. Vous verrez, tout a une certaine tenue, tout le discours va se coller. Vous allez voir un petit peu pourquoi on vous présente cette démo aussi. Thibaut, éventuellement, est-ce que tu peux prendre les questions au fur et à mesure des 3 sujets, peut-être? Oui, bien sûr. Comme ça évite comme ces 3 sujets. Ce sera plus interactif. On restera un petit peu à la fin, pas moi toujours. Voilà, on restera un petit peu à la fin, donc s'il y en a qui seront un petit peu timides pendant la présentation, voilà. On pourra corriger ça à la fin. On va démarrer par le World AI Cannes Festival. Donc voilà un peu les highlights et un peu les tendances derrière. Désolé, la présentation est en anglais. Je ne sais pas s'il y a des... Non, je la fais en français. On va faire le rôle en français. Commencer avec des grosses tendances en termes de chiffres. Pour ceux qui ne savent peut-être pas ce qu'est le World AI Cannes Festival, ça fait pas... il n'y a pas eu beaucoup d'éditions avant celle-ci. Donc là, je vous ai mis des chiffres expected parce qu'on n'a pas encore les chiffres officiels. Voilà, le festival étant juste la semaine dernière. Donc ce festival, il attendait plus de 16 000 personnes. Il se déroule sur 3 jours. Donc c'était jeudi, vendredi pour la partie enterprise et business. Et puis le samedi était un petit peu ouvert pour que tout le monde puisse venir en famille sur le salon. Donc il y a plus de 300 speakers. Donc on a eu notamment Yann Lequin qui est venu dire un mot. Je vous en parlerai un petit peu aussi, c'était épique. Plus de 250 sessions. Donc sessions, c'est les sessions de démo, les sessions plus en mode conférence, les talks, les panels, donc vraiment beaucoup de choses qui ont pu se dire dans ces 250 sessions, et plus de 230 exposants, dont OVH Cloud. Ce qu'on peut noter peut-être déjà sur cette tendance, c'est que je pense qu'on était les seuls cloud providers sur le salon. Donc il y a eu une absence assez remarquée des hyperscalers. Voilà, donc je cite Google, Amazon et Microsoft. Donc on ne sait pas trop pourquoi. Peut-être que le salon est trop petit pour eux, peut-être ils voulaient nous laisser le champ libre. Toujours est-il que c'était plutôt sympa d'être seul cloud provider là-bas. Et ça a permis d'adresser notamment les problématiques que les clients viennent rechercher quand ils s'adressent à un cloud provider français, c'est-à-dire tout ce qui est data privacy, la RGPD, comment est-ce qu'on sécurise les données, comment est-ce qu'on sécurise les IA. Et donc on a été content de pouvoir leur répondre. Si je prends un chiffre en particulier sur celui des sessions, et qu'on regarde un petit peu ce qu'il y avait dedans, donc voilà, je vous ai dit, il y avait 60 démos, donc pas mal de choses assez hands-on, des conférences sur stratégie et technique, donc on a discuté comment atteindre le succès avec un déploiement de l'IA générative, comment atteindre le succès avec le déploiement d'une IA classique, et des case studies, donc chacune sur une stage différente, une scène différente. Et si on regarde un petit peu les pourcentages, c'est sur l'IA générative. Donc en gros, on est autour de 20% des sujets qui traitaient d'IA générative, et le reste sur l'IA ou sur la data de manière plus générale. Donc voilà, sur les démos sessions, qu'est-ce qu'on a pu voir? On a pu voir pas mal de choses côté infra. Donc voilà, même si les hyperscalers étaient absents, Nvidia était bien à la place, AMD aussi, et Intel. Donc il y avait un petit peu d'infos venant ces 3 gros fabricants.
Il y a eu aussi des cas d'application sur desktop, voilà, donc les usages un petit peu changent, on voit de plus en plus d'IA générative ou d'IA classique qui fonctionnent sur des PC, et c'était pas mal d'avoir des démos là-dessus, et je vous l'ai dit, on en a eu sur la mise en conformité, comment est-ce qu'on déploie efficacement, comment est-ce qu'on atteint la sécurité sur ces IA, donc pas mal de choses assez sympas là-dessus. Côté tech et strat, on avait, donc je vous dis, pas mal de choses voilà, pour mettre en place une stratégie IA sympa. Il y avait une conférence de Dell notamment sur en fait, un énorme framework qu'ils ont mis en place, un espèce de framework d'avant-vente pour s'assurer que les clients sont assez mûrs dans leurs usages et tout. Donc il y avait des choses plutôt bien et aussi un petit peu de debug, c'est-à-dire un petit peu quelles sont les promesses de l'IA, quelles sont les promesses sur lesquelles voilà, il n'y a pas de résultat. Donc un petit reality check sur certaines de ces sessions. Donc je ne vais pas vous mentir, sur les conférences aussi Tech and Strat, il y avait pas mal de conférences qui vendaient des sujets type IA générative ou autre, et sur lesquels en fait c'était simplement du marketing produit et il n'y avait pas vraiment de substance dans ce genre de session. C'est un peu dommage, c'est pas super fair play, même si l'event est quand même aussi orienté business, hein, forcément les gens ils viennent pas là pour le plaisir, quoique c'est à Cannes. Mais voilà, des fois c'était un peu limite. Et sur les case studies, on a eu pas mal d'applications dans différents domaines métiers, donc que ce soit voilà, de la pharma, de la banque, de la finance, et pas mal aussi d'usages internes. Et ça, c'est des choses que notamment nous, on a capté chez OVH Cloud, les gens qui sont venus nous parler, avaient pas mal de ces use cases. Globalement, si je vous reprends un peu les 4 gros topics, les 4 grosses tendances que nous, on a discuté sur le salon, qu'on a vu s'échanger, bah, tout d'abord, en fait, assez peu d'entraînement. Donc vous me direz, sur l'IA générative, ça a du sens, il faut quand même déployer des sacrés infras pour aller entraîner des modèles fondation. Et je vous mets en sous-titre, ouais, c'est vrai que l'IA générative en fait, a ouvert beaucoup de scénarios, beaucoup de use cases qui sont un peu trainingless. On n'a pas besoin d'entraîner ces modèles, on a déjà des modèles sur le marché qui font bien les choses. Et donc il y a des clients qui arrivent, qui disent, bah voilà, moi j'utilise tel modèle, tel modèle, comment est-ce que je peux les déployer chez vous et arrêter que ça tourne sur mon PC qui commence à ramer un petit peu, ou voilà, j'ai une infra maison, comment est-ce que je peux aller scaler? Et en fait, voilà, nous on permettait d'adresser ces problématiques-là, donc côté déploiement, avec voilà, le cloud sécurisé, l'OVH, mais aussi de permettre de répondre. Pas mal de gens arrivent avec des use cases, notamment des personnes du marketing, qui arrivent, bah ouais, moi tout mon office marketing, ils utilisent ChatGPT pour aller générer du contenu qui derrière ils vont mettre sur les sites web et tout. En faisant ça, ils leak un petit peu de nos data, forcément il faut un petit peu l'alimenter, le ChatGPT, et ça part dans le cloud. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Comment est-ce que je peux le mettre en œuvre moi dans mon entreprise et que mes data en fait restent les miennes et qu'elles ne sortent pas chez les hyperscalers qui en font je ne sais quoi. Et le dernier use case, voilà, côté RAG. Donc je vous ferai une démo de ce qu'on propose côté Virtual Augmented Generation chez OVH Cloud. Et on a eu pas mal de gens qui venaient chercher ça. Donc globalement, voilà, des usages d'IA générative avec de la spécialisation. Et aussi pas mal de personnes qui ont de la data, donc ça peut être sous forme de GED, voilà, des documents, des factures, des choses comme ça, et ils veulent parler à leur doc. Donc parler à leur doc, j'ai envie de dire de manière générale, c'est-à-dire parler à leur knowledge base, ou soit parler à un document pointu. Donc on a eu des avocats qui venaient avec des contrats, des choses comme ça, qui se disent bah, moi comment est-ce que je peux parler avec cette chose-là pour que les gens qui ne parlent pas mon langage d'avocat puissent comprendre et en fait exploiter ce qu'il y a dans ce document. Donc pas mal de choses sur le résumé, sur le summary de document, sur le document de chat, des usages vraiment sympas. Et on me dit, ces usages, ils sont tous un peu liés. Voilà. Le fait qu'on ait des modèles sur étagère, ben voilà, les gens arrivent à trouver leur bonheur. Ce qu'il leur faut, c'est simplement qu'on puisse leur offrir de quoi déployer ces modèles-là. Et les RAG aussi voilà, permettent aussi de combler et d'aller spécialiser, chose que faisait l'entraînement jusque-là des modèles spécifiques. On peut le faire maintenant à travers du prompt engineering, à travers du retrieval augmented generation, donc à travers du fine-tuning, à travers tout un tas d'autres techniques. Côté Market Trends, donc ça vient pas du salon, ça vient de chez OVH Cloud. Moi j'attire votre attention sur ici, donc tout ce qui est modèle fondation et text generator. Donc c'est un peu, voilà, c'est quand même très adhérent ces deux sujets. Globalement, moi c'est ce que je mettrais tout un petit peu dans la planète, voilà, IA générative, un petit peu ce qui fonctionne en ce moment. Et vous voyez, donc ça c'est du prospectif, hein, voilà, donc c'est pas des stats à prendre, je veux dire, entre guillemets.
Et vous voyez, sur 2028, on est avec les tech generators et les fondations modèles, on est quasiment en fait, à 50% du marché qui va se passer autour de ça, sur l'IA générative. Et donc, nous, c'est principalement voilà, ce qu'on a vu aussi sur le salon, qui confirme un petit peu ces trends prospectives. Si on affine un petit peu aussi, côté opportunité de l'IA, donc on a certes des cas d'application purement business, on a aussi des opportunités d'aller améliorer l'efficacité des équipes et d'aller, comme ça, j'ai envie de dire, faire des économies. Et on voit notamment qu'on peut faire des économies, là où c'est extrêmement parlant, c'est côté Customer Operation, donc tout ce qui est voilà, résolution d'incidents, et nous on le voit aussi en interne chez OVH Cloud, voilà, on a parlé à nos gars du support, et on leur a dit, comment vous verriez un petit peu l'IA venir un petit peu vous aider au quotidien. Et il y a énormément de choses à faire en fait. Ces gens-là passent énormément de temps au téléphone, donc on peut directement faire du speech to text et avoir du résumé derrière. Parce qu'en fait, la première chose qu'ils font côté support, c'est une fois qu'on a raccroché, on fait un compte rendu de ce qui s'est passé. Donc ça, typiquement, chez nous au support, ça leur prend 6 minutes. Avec une IA générative, juste le temps de revérifier que le summary correspond bien quand même au transcript client, on est sur 1 minute. Donc là déjà par jour, sur les cinquantaines d'appels qu'on peut recevoir sur une personne, on économise 5 minutes à la fois. C'est plutôt dingue. Donc énormément voilà, d'économies à faire sur les fonctions support. Voilà, customer service, etc. Sur le software, donc là tout ce qui est autour de code generation, où on a énormément de choses à faire. J'ai pu assister il n'y a pas très longtemps à un séminaire IA sur Rennes, où on a pu discuter avec Dual Graal, côté Copilot, et il nous disait le meilleur moyen d'aller vérifier voilà, si Copilot vous a aidé, si vous-même, s'il y en a qui font un petit peu de code dans la salle, c'est de l'utiliser, et ensuite vous le coupez. Et là, si ça vous manque, ça veut dire que c'était vraiment utile. Au-delà de ça, assez difficile d'aller mesurer les gains de productivité quand on utilise un outil comme Copilot. Mais il y a un petit effet sevrage en dessous. Donc voilà, sur des générations de code, j'ai envie de dire from scratch, on pense notamment voilà, aux fonctions de test, aux unit tests, où la génération de code a existé déjà depuis pas mal de temps, et maintenant encore améliorée avec l'IA générative, jusqu'à la correction, jusqu'à l'autocomplétion, voilà, avec des fonctions assez avancées. Je passe côté marketing et sales, mais vous voyez rien déjà sur les fonctions support et software, il y a des choses à creuser côté IA générative. Je terminerai avec les chiffres sur encore des opportunités, et notamment sur ce que font les entreprises avec l'IA et avec l'IA générative. Donc au moins, en fait, il y a un énorme chiffre, voilà, 63% sont encore en cours d'expérimentation. Et ça correspond bien, nous aussi, à ce qu'on a vu sur le salon. Beaucoup de gens, en fin de compte, qui ont testé quelque chose et qui aimeraient passer à l'étape suivante. Donc voilà, encore une fois, trouver un endroit où déployer tout ça, trouver comment scaler. On a 13% qui sont innovators, c'est-à-dire c'est des compagnies qui sont assez matures, mais qui ont un petit souci à passer du côté opérationnel des choses, vraiment à mettre en production leurs travaux. Et on a 24% entre les AI Achievers et les AI Builders qui, eux, en fait, ont réussi avec succès à implémenter les use cases IA génératives ou d'IA. Et ça représente, vous voyez, un quart, c'est quand même assez peu, en fin de compte, de toutes les personnes qui creusent sur les cas d'utilisation IA, ont réussi vraiment à en tirer quelque chose, à faire des gains derrière. Et je trouvais ça plutôt sympa. Donc c'est, vous avez la source en moi, je pourrais vous partager les slides. Ça, c'était quelque chose qui a été partagé sur la conférence de HP avec NVIDIA. Je trouvais ces chiffres particulièrement intéressants, donc je les ai repris. Vous avez parlé de l'intervention de Yann Lequin. Je pense que vous pouvez lire pas mal de littérature parce que ça fait un petit peu couler d'encre. Je vous ai repris une citation pour la blague, parce que je trouvais bien, participer à un meet-up d'IA générative, où Yann Lequin nous dit que le futur de l'IA, il est non génératif. En gros, l'IA générative, ça marche pour le texte et puis ça ne fonctionne pas en dehors. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Est-ce qu'on est condamné à ne pas pouvoir utiliser l'IA générative? Est-ce que ça n'a pas de futur? Non, pas du tout. En fait, Yann Lequin, il a, je vais dire de par son expérience et de sa position, il a une vision assez lointaine de ce qui va se faire. Donc, il voit en fait à 100 000, nous, ce qu'on a vu voilà, sur le salon, qu'on a discuté avec nos clients, qu'on a discuté avec les gens, c'est complètement orthogonal en fait à ce qui est annoncé là. Donc, je ne dis pas qu'il a tort, je dis c'est juste qu'il a une vision un petit peu plus lointaine que nous. Quand nous, on parle aux gens, ce qu'ils ont besoin, je l'ai dit, c'est de l'infra et des méthodes de déploiement pour aller déployer leur use case,
pour passer, comme je vous l'ai montré avant, voilà, de la partie un peu expérimentation à une partie plus opérationnelle. Voilà, je vous mettais un petit peu la côte pour la blague. Et donc non, il y a encore un petit futur quand même pour nous. Je ne sais pas combien de dizaines d'années vous voyez le tien, mais voilà, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez continuer à creuser l'IA générative. Donc voilà un petit peu pour les retours un petit peu en guise de préambule. On va aller creuser sur cette deuxième partie ce qu'on fait chez OVH Cloud, nous, pour l'IA générative. Et en fait, ce que sont venus chercher les clients, ce qu'ils nous ont demandé sur les salons, ce qu'on essaye de leur mettre à disposition. Donc voilà, globalement, ça se résume à ça. Des GPU et des solutions. Donc des solutions pour démocratiser l'IA auprès des entreprises, voilà, leur mettre à disposition tout ce qu'ils ont besoin pour aller déployer à l'échelle leurs solutions d'IA et d'IA générative. Donc je l'ai dit, les GPU. Les GPU, ça commence par là. Donc, est-ce que tout le monde est familier avec ces différentes classes de GPU? Est-ce que tout le monde sait ce que c'est un GPU? Ça, je pense que ça devrait aller. Donc chez OVH Cloud, on en a tout un panel. Si je démarre par en haut, si vous avez des besoins de GPU pour aller faire du fine-tuning assez extrême, donc voilà, de l'entraînement assez poussé, ou faire de l'inférence de LLM, partez sur de la H100. C'est déjà dispo chez nous, vous pouvez en commander. Je vous montrerai un petit peu comment est-ce que vous pouvez tirer parti de ces GPU-là. Après, avec les solutions IA côté OVH. Si vous avez besoin de deep learning, d'inférer des LLM pour l'IA générative notamment, on a des A100, je crois qu'elles sont sold out, mais vous pouvez essayer d'aller regarder s'il y en a qui se libèrent. Et on a des L40S qui vont arriver le mois prochain, donc qui vont nous permettre d'offrir une certaine puissance qui n'est pas nécessairement adaptée pour les entraînements assez massifs. Je vous laisserai Malène présenter les benchmarks juste après. Il y a des choses à retirer côté training versus inférence, c'est ce que chaque GPU peut vous offrir. À côté de ça, ça fait quelques temps déjà qu'on a des V100S chez OVH Cloud. On a un petit peu commencé par ça, donc on en a pas mal, c'est conséquent. Ça vous permet d'aller faire du training de modèles classiques, hein, voilà. On n'est pas sur du training de LLM bien sûr, ou de l'inférence de modèles assez simples. Et jusqu'au L4, les L4 qui, elles, en fait, vont aussi vous offrir, on va dire, une puissance assez similaire à ce que vous allez pouvoir trouver avec des V100S, mais une empreinte énergétique nettement moins forte. Voilà. Donc c'est les nouvelles classes, elles sont un petit peu plus optimisées. Et clairement, si vous avez un œil sur la consommation de vos GPU et sur votre empreinte énergétique, c'est clairement intéressant. Donc ces GPU, c'est à toi, même c'est déjà à toi. Ouais, donc alors qu'est-ce qu'on peut dire sur les différentes performances des GPU? Donc là on a répété un graphique, donc vous allez voir seulement trois d'entre eux, les V, les A et les H, sachant que dans la gamme Nvidia, donc en fait les V c'est pour Volta, c'était leur première gamme, ensuite est arrivé Turing, mais il n'y a pas eu de T100 bizarrement, c'est passé du coup tout de suite à l'architecture qu'ils ont appelée Ampère avec les A100. Et depuis, donc, la toute dernière architecture NVIDIA, c'est les H, donc H pour Hopper. Donc là, on voit à peu près ce que ça donne en termes de débit. Donc à gauche, vous avez le débit par seconde quand on l'analyse, et à droite, le débit par watt. Donc à droite, on a plus une notion d'efficience énergétique. Donc ce qu'on voit, c'est que plus les architectures augmentent dans le temps, plus on arrive quand même à être efficient. Ce qui ne veut pas dire forcément qu'il faut tout de suite utiliser de la H100 pour votre besoin, hein, parce que derrière les H100 elles restent aussi plus chères quand on les loue que les A ou les V. Mais voilà, c'est des paramètres en fait à prendre en compte quand vous déployez un modèle et que vous voulez tester à quel point il s'adapte en fait à votre cas d'usage. On va passer à la slide suivante. La slide suivante, donc là c'est c'est vrai que j'en ai pas parlé, la slide juste avant en fait c'était sur de l'inférence, là on a, c'est vrai qu'on l'a pas marqué, mais c'était pour train score, pardon. En fait ce qu'il faut savoir c'est que training et inférence c'est très lié, ce que vous a présenté Thibaut sur la slide juste avant, c'est ce qu'on conseille en règle générale en fait à ceux qui savent pas sur quelle carte graphique partir, parce qu'il y a des grandes catégories. En vrai, il n'y a pas vraiment de carte dédiée training et dédiée inférence. Ce qu'il faut surtout regarder, en fait, c'est la mémoire qu'il va y avoir sur la carte graphique. Déjà, en fonction de votre cas d'usage, ça va peut-être vous limiter.
Si vous avez besoin de déployer un gros LLM par exemple, bah, des fois vous pouvez oublier les L4 parce que les L4, il me semble qu'on est à 20 gigas il me semble de mémoire RAM sur les L4, donc certains LLM ils demandent plus de 40 gigas, donc déjà sur une L4 c'est pas possible. Donc principalement en fait ça va être la mémoire disponible sur la carte qui va être limitant, et du coup de ce fait, vu que le training la plupart du temps demande 2 fois plus de mémoire que de l'inférence, et ben très souvent voilà, on va plus conseiller des L4 pour de l'inférence, alors que pour du training on va conseiller des A, des H ou des V. Est-ce que tu peux expliquer inférence peut-être? Ouais, bon, c'est vrai que j'aurais dû commencer par ça. Donc en fait, là, que ce soit l'inférence ou le training, c'est vrai sur tout le domaine du machine learning et pas seulement du deep learning. Donc en fait, dans le domaine du machine learning, l'idée c'est qu'on va d'abord prendre de la donnée, on a de la donnée à disposition et du coup on va entraîner un modèle pour pouvoir faire des prédictions sur cette donnée-là. Donc en fait, tout ce qui est training, c'est vraiment ça, c'est vraiment la phase de je prends ma donnée et j'essaie d'en faire des statistiques, en fait c'est un modèle statistique. À la fin de mon étape de training, j'ai donc un modèle qui a été entraîné. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est que ça ne sert à rien d'entraîner un modèle juste pour entraîner un modèle. L'idée, c'est vraiment qu'au final, qu'il serve à plusieurs utilisateurs. Et le fait de le déployer en production, le fait qu'il serve à plusieurs utilisateurs, ça s'appelle de l'inférence. En fait, si je schématise, un modèle d'IA qu'on connaît tous depuis très longtemps, c'est la météo. En fait, quand vous voyez les résultats météo tous les jours, en fait, c'est qu'au préalable, on a rassemblé énormément de données météorologiques tout autour du globe. On a entraîné un algorithme d'intelligence artificielle qui s'est entraîné sur ces données-là, donc la phase de training. Et une fois que l'algorithme il est entraîné, il est là, il est à disposition. Et du coup, chaque jour, on n'a plus qu'à l'interroger en fait en lui demandant aujourd'hui quel est le temps pour le jour d'après. Donc voilà, d'abord, on passe par une étape de training. Et ensuite, il y a l'étape d'inférence. L'étape d'inférence, c'est juste l'étape de prédiction. Je ne sais pas si ça répond bien à la question. C'est parfait. Donc voilà, là c'est vrai que c'est. Avant j'ai parlé de débit. Donc en fait, pendant la phase de training, ce qu'on va appeler le débit, c'est que voilà, le training, comme je le disais, ça s'adapte sur de la donnée. Donc la plupart du temps, ça va être de la donnée en tableau. En fait, il faut imaginer des tableaux gigantesques avec plein de lignes. Et donc en fait, le débit, ça va être combien le modèle d'entraînement il est capable de voir, de passer sur des lignes du tableau par seconde. Donc si vous avez un tableau de 10 000 lignes par exemple, peut-être que votre modèle il va être capable de s'entraîner à 10 000 lignes par seconde. Et c'est ce qu'on appelait le débit sur le slide d'avant. Là, pour que ce soit un peu plus parlant pour vous, on a donné l'exemple donc en heures d'entraînement. Parce que ce que j'ai pas dit aussi, ce qu'il faut peut-être préciser, c'est que l'entraînement, ça dure énormément de temps. Sur des LLM, par exemple les LLM open source dont tout le monde a entendu parler, ça se compte en mois d'entraînement. C'est-à-dire qu'on a lancé un entraînement à un instant T et on a eu le résultat 1 voire 2 mois plus tard. Et pas sur un seul GPU. Et pas sur un seul GPU, ouais. Donc là, on vous a juste donné un petit exemple sur un modèle qui est un modèle assez simple, qui commence à dater d'ailleurs, qui s'appelle BERT, mais c'était juste pour que vous puissiez avoir une approche, constater à quel point, quelle carte graphique est meilleure, quel GPU est meilleur. Et du coup, voilà, vous pouvez voir que pour une V100S, on va mettre à peu près 5 heures pour entraîner le modèle complet, alors que sur une H100, on est à 2 heures. Et voilà, en termes de watts consommés, au final, on est à 1300 pour une V100S, alors qu'on est autour de 660 pour une H. Super, merci Maël. Donc, vous voyez, en fait, on a tendance toujours à comparer chez OVH Cloud vraiment la puissance effective des applications, des hardware, mais aussi leur consommation d'énergie. C'est quelque chose sur lequel on est assez diligent. Vous ne trouverez pas en fin de compte de clouders qui vous offrent en fin de compte des performances énergétiques comme nous. Il faut savoir, on a une petite spécificité chez OVH Cloud concernant les GPU notamment, c'est qu'on les watercool. Donc voilà, on les refroidit à l'eau. Généralement, si vous avez déjà visité un data center, j'ai envie de dire classique,
Tout est climatisé et ça fait un bruit de tous les diables parce que voilà, ça ventile dans tous les sens et ensuite l'air est climatisé, donc refroidi, puis réinjecté, refroidi, etc., etc. Donc chez nous c'est différent. Vous allez vous balader dans le data center, vous allez voir plein de tuyaux bleus et rouges parce qu'en fait tout est watercoolé. Donc les blocs CPU, les blocs GPU. Donc quand on les reçoit d'NVIDIA, eh ben, en fait on les démonte. On fabrique le bloc qui va aller watercooler ce GPU. Et ensuite, on les teste, on les rack, on voit que ça ne fuit pas, tout marche bien, hop, c'est racké et c'est mis à disposition. Ce qui fait que généralement, vous allez voir aussi chez OVH qu'on a une petite latence sur les mises à disposition des GPU, qui peuvent peut-être être dispo chez nos copains américains un petit peu plus tôt, mais nous, ça nécessite un petit peu d'ingénierie, le temps que, voilà, on ingénieur un petit peu nos watercooling. Mais ce qui fait qu'en fait, on consomme vraiment très peu d'énergie et très peu d'eau, voilà, très peu d'eau aussi. Donc tout est en circuit fermé. Et tout n'est pas climatisé, mais tout est en fait rafraîchi à l'air ambiant. Ce qui fait que ça fonctionne bien, particulièrement sur nos data centers à Roubaix. C'est pour les copains du Nord. Donc voilà un petit peu. Il y a aussi un lien assez net entre, vous voyez, le panel de GPU qu'on peut proposer et pourquoi en fait on propose tout ça. Pourquoi on ne propose pas que des H100? On a vu que c'était ça qui était le plus performant, c'était ça qui était le plus efficient aussi. Et pourquoi on ne propose pas que des H100 comme certains cloud providers? C'est-à-dire que nous, on se dit, voilà, chaque cas d'usage, que ce soit de l'inférence de gros modèles, ou de l'inférence de petits modèles, ou du training de modèles spécifiques, a son GPU qui va bien. Et si vous choisissez le bon, vous avez en fait le meilleur rapport prix-perf, mais aussi performance et consommation énergétique. En fait, proposer ce panel-là, ça permet d'adresser tous les types de use case, et pas vous dire, ouais, vous venez entraîner un petit modèle, mettez ça sur de l'H100, ça va vous coûter un max, et puis en plus, vous allez cramer beaucoup d'énergie. Donc non, on a des modèles, on peut entraîner ces modèles-là spécifiquement sur des références de hardware un petit peu plus petites pour gagner en efficacité. Alors maintenant qu'on a vu un petit peu ce qu'il y avait de racké chez nous, comment est-ce qu'on peut les utiliser? Donc globalement, l'histoire, voilà, nous, on construit nos serveurs et on peut vous les proposer, j'ai envie de dire, Aziz. Donc ça s'appelle du bare metal. C'est-à-dire le serveur, il est à vous, il n'y a que vous qui avez accès. Et c'est cloisonné en fait physiquement. Ça c'est bien si vous avez déjà vraiment envie de mettre les mains dans le cambouis, c'est-à-dire voilà, vous avez tout, c'est vous qui maintenez aussi l'OS que vous avez installé sur Super Metal, c'est vous qui maintenez tout ce que vous y avez mis, mais vous avez un accès direct au GPU. C'est bien aussi pour l'inférence. Alors pourquoi? Parce que si votre use case c'est d'aller faire du training, donc faire de l'entraînement de modèles, là vous allez réserver en fait un serveur qui va tourner jour et nuit, alors que votre entraînement lui, va être borné dans le temps. Donc à moins que vous réentraîniez tout le temps, ce qui est un peu voilà, un use case, c'est un use case légitime, mais un peu de niche, normalement, le bare metal, ça ne devrait pas vous aller, si c'est juste pour l'entraînement. Pour l'inférence, ça va fonctionner très bien. Donc ça voilà, j'ai envie de dire, on est au bas niveau, on est sur du bare metal. Quand on remonte un petit peu dans les strates, on remonte aussi dans les strates de virtualisation, on arrive sur le public cloud et on peut vous proposer vos propres instances ou vos clusters Kubernetes, enfin rattachés au GPU. Donc ça, si vous avez envie d'avoir de la VM ou envie d'avoir des clusters avec du GPU, donc que ce soit pour l'IA, mais peut-être aussi du calcul mathématique, de la 3D ou des choses comme ça c'est très bien. On est sur un petit niveau d'abstraction, donc vous avez moins à mettre les mains dans le cambouis, hein, parce qu'on va gérer l'image et tout ce qui est déployé. Cela dit, là aussi, vous avez la ressource qui est à vous dans un mode virtualisé. La dernière manière, c'est d'utiliser nos AI Solutions, donc je vous en parlerai un petit peu juste après. Et là, on est aussi sur une couche un petit peu supérieure en termes de virtualisation. On est au niveau conteneur, donc au niveau serverless. Si vous avez de l'entraînement à faire, vous pouvez venir faire chez nous. Ça s'entraîne, l'infra elle monte, elle redescend, vous n'avez rien touché, vous récupérez votre modèle in fine. Et même chose côté inférence, voilà, vous pouvez monter, vous arrivez avec votre image, vous avez packagé l'image, et nous on déploie tout pour vous, ça scale tout seul, et vous n'avez rien à faire. Vas-y, je t'en prie. Ouais, si je peux juste rajouter un truc sur cette slide-là, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le bare metal, donc comme on est vraiment sur le serveur physique, en fait, chez nous, dans chaque serveur physique, on met 4 GPU. Parce que ça nous arrange, on gagne de la place, il y a plein d'avantages à ça. Le problème, c'est bien sûr, en fait, quand vous louez le serveur physique, du coup, vous louez aussi les 4 GPU qui vont avec. Donc ça peut être, comme le disait Thibaut, tu donnais l'exemple de peut-être que si vous faites du training, vous n'avez pas besoin de louer le serveur pour un mois complet. Mais il faut aussi prendre ce paramètre-là en compte, c'est peut-être que vous n'avez pas besoin des 4 GPU. Alors que les autres solutions, telles que le public cloud et les AI solutions,
en fait, on va vous masquer tout ça, vous n'allez pas en avoir conscience, mais en fait, on va découper le bar métal en petits bouts. Donc, si vous voulez prendre seulement une petite partie, si vous voulez prendre seulement un GPU, eh ben, vous pouvez sur les deux solutions qui sont au-dessus. Ouais, très bon point, Noël. C'est vrai que en fait, plus on monte dans la couche de virtualisation, plus vous allez pouvoir réserver allouer de la ressource qui est petite, et du coup, plus c'est économique aussi, in fine. Bon point, merci Valérie. Ça, c'est, j'ai envie de dire, l'ensemble de l'AI Journey, donc un peu voilà, le parcours que vous pouvez faire chez OVH Cloud avec différents services. Donc on va retrouver de l'object storage en iPerf, donc c'est un peu les dernières générations qu'on a chez OVH Cloud. Donc voilà, le protocole S3, donc le S3 voilà, qui vous pouvez retrouver aussi chez tous les autres clouders. C'est le protocole un petit peu imposé pour l'object storage. Du data processing, un moyen d'aller traiter de la donnée avec Spark. Des notebooks qu'on vous fournit en mode SaaS, donc si vous faites un peu de data science, un petit peu d'exploration de données, ou juste un petit peu de code, du training, on en a parlé, et du déploiement en mode container. Vous arrivez avec votre image et on fait le reste. Donc pour training, l'image se monte, entraîne votre modèle et redescend. Vous allez payer uniquement pour la partie entraînement, voilà, juste le temps que ça va tourner. Et pour la partie deploy, vous pouvez en plus inspecter une métrique particulière, donc que ce soit CPU ou RAM, bientôt GPU, et dire à partir de tel seuil, en fait, je veux rajouter des réplicas, et en fait, tout va scaler, ce qui fait que vous pouvez partir avec une petite infra, et si votre modèle commence à attirer pas mal de clients, pas mal d'utilisateurs, en fait, ça va scaler tout seul. J'ai mis en bas aussi la liste voilà, des frameworks et des technos qui sont supportés sur cette couche, voilà, AI Notebook, AI Training, AI Deploy, ce qu'on appelle chez nous voilà, nos AI Solutions. Ces AI Solutions, elles ont été créées principalement pour les data engineers, pour les data analysts, pour les data scientists, donc des personnes qui ont une bonne connaissance de l'IA, voilà, qui sont du métier. Ce qu'on voit apparaître avec l'IA générative, c'est que généralement, c'est pas ces personnes-là, c'est pas ces types de personnes qui vont utiliser l'IA générative. On peut avoir des développeurs, on peut avoir des gens, j'ai envie de dire, qui sont pas du tout du métier d'informatique. Et ces outils-là, un petit peu pointus, je vous l'ai dit, notre boulot, nous, chez OVH Cloud, c'est de démocratiser l'IA. Donc ce qu'on s'est dit, c'est que fournir des solutions pour ces types de personnes, c'était pas suffisant, et qu'on avait la possibilité d'aller chercher la personnel du développeur, donc des personnes voilà, qui ont des connaissances de développement, mais pas nécessairement des connaissances d'IA, donc qui seraient quasiment incapables d'entraîner un modèle. C'est pas une tare, moi aussi je serais incapable de le faire. Mais voilà, ils ont des skills différents. Ce qu'il leur faut, eux, c'est des choses qui soient utilisables par API, ou qui soient, j'ai envie de dire, assez bien boutiquées d'un point de vue UX, pour qu'ils n'aient pas besoin de mettre les mains vraiment dans la data science sous-jacente. Et c'est ce qu'on fait, voilà. Donc c'est un peu le virage qu'on a côté IA générative chez OVH Cloud, où on va vous proposer deux produits. Donc il y en a un qui est en phase d'alpha, qui s'appelle l'AI App Builder. Je vais vous montrer la vidéo juste après. Les App Builder, c'est, j'ai envie de dire, une fabrique à assistant, une fabrique à chatbot, donc pour être précis dans l'exemple que je vais vous montrer. C'est ni plus ni moins qu'une application qui va vous permettre d'aller configurer un RAG, donc Retrieval Augmented Generation. Donc vous choisissez un LLM, vous lui choisissez aussi une base de connaissances qui va servir à spécifier les réponses de ce modèle-là. Et à la fin, vous avez récupéré le code, c'est inféré chez nous, donc c'est déployé chez nous. Et vous pouvez aller taper sur votre IA générative, soit par API, soit par le petit morceau de code HTML que vous pouvez mettre directement dans vos pages web. Et là, vous avez un joli chatbot. Et ça, clairement, pas besoin de connaissances poussées en IA pour aller déployer ça. Vous allez voir, c'est super simple avec la vidéo qui suit. AI Endpoint, c'est la volonté d'OVH d'exposer toutes les capacités de l'IA sans connaissance, voilà, sans avoir besoin d'entraîner les modèles, sans avoir besoin de les déployer. On vous les expose sous forme d'API et vous aurez accès voilà, à plus d'une centaine de modèles qu'on aura fini de déployer ensemble. Là, on est en phase plutôt prototypage, donc ça devrait arriver en phase alpha, puis bêta dans le courant de l'année. Donc s'il y a des alpha-testeurs dans la salle, ça peut être très bien. Et globalement, là, vous avez juste un skill à avoir, celui d'appeler une API, et c'est bon. Donc on va vous fournir tout ce qu'il y a comme voilà, des LLM classiques pour faire de l'IA générative, du speech-to-text, du text-to-speech, un petit peu toutes les conversions qu'on peut trouver. Donc vous allez les trouver dans notre catalogue. Et maintenant, on peut regarder un petit peu à quoi ça ressemble, les App Builder. Donc je vais vous faire les commentaires sur la vidéo en même temps.
Donc ça, c'est pas un prototype, c'est une vidéo qui a été faite directement sur le produit. Donc vous avez 4 étapes sur les builds. La première, ça va être d'aller choisir votre modèle fondation. Pour le moment, on va supporter Llama et Mistral 7B. D'aller pousser vos data sources, donc qui va servir de knowledge base, donc ce qui va servir vraiment de source de données pour spécifier votre modèle. Ensuite, vous aurez à déployer votre assistant, et éventuellement à y faire quelques brins de configuration. Si vous avez déjà utilisé l'IA générative, voilà, vous pourrez faire un petit peu de prompt engineering, lui définir des presets pour éviter qu'il réponde des choses un petit peu trop en dehors de votre cas d'utilisation métier. Dans cette démo, on choisit le chatbot, donc on a vocation à en ajouter un petit peu aussi à la suite. Pour la démonstration, on va faire chatbot. Donc on va lui donner un nom à ce chatbot, une description. Vous voyez, par défaut, j'ai un modèle Llama 2 à 13 milliards de paramètres qui est sélectionné. Là, on va regarder, on a Mistral aussi qui est dans le catalogue. On va partir sur Mistral 7B et on poursuit. Première étape, après avoir choisi le modèle, choisir quelle est la knowledge base. Donc, quelle est ma source de documents, quelle est ma source d'information qui va servir à spécifier les réponses de mon IA générative. Donc, on peut aller chercher dans l'object storage, on peut aller taper sur d'autres sources de données, ou on peut arriver avec un fichier texte, uploader directement le fichier texte, et en fin de compte, on va aller transformer tout ça. Alors, transformer en quoi? Transformer en embeddings qu'on va mettre dans une base de données vectorielle. Si vous en avez un petit peu entendu parler, chez nous, c'est du Postgre avec du PG vector derrière. Ici, vous voyez comment on peut configurer, faire un petit peu de prompt engineering, définir des presets. Si vous voulez recadrer un petit peu le modèle pour pas qu'il donne des réponses pas géniales pour votre cas d'utilisation, ou pas géniales si vous voulez vraiment l'exposer d'un point de vue customer facing. Ensuite, on clique sur Deploy et l'assistant est déployé. Ce que vous avez ici, c'est une manière d'aller requêter, donc qui vous permet de tester directement votre IA générative, de lui poser quelques questions et de voir à quelle vitesse il répond. Donc là, on lui a posé une question, quels sont les différents produits offerts par VH Cloud? Si je me souviens bien, la knowledge base qu'on lui a donnée, c'est une compilation de la documentation publique de VH Cloud. Et en fait, ça, c'est typiquement un cas d'utilisation qu'on pourra utiliser auprès du support pour leur donner un accès à la documentation qui est vraiment très vaste. Là encore, vous n'avez pas de frein. Je vous l'ai dit, on a vu sur le salon au World Hurricane Festival, on a vu des gens qui voulaient simplement aller, j'ai envie de dire, utiliser un document comme source, comme knowledge base. Nous voilà, on a donné une documentation extensive à ce chatbot. On peut le faire sur des parties beaucoup plus restreintes. Donc là, vous voyez, en fait, on a récupéré le code, on l'a directement déployé et on peut aller faire les requêtes sur le chatbot directement. Donc tout ça, voilà, en quelques clics, vous avez accès à une IA générative. Donc c'est de ça dont on parle en fait quand on dit que chez OVH Cloud, on a envie de démocratiser l'IA. On a envie de vous mettre à disposition des outils qui vous permettent en fait d'aller déployer une IA générative très très simplement. Et je vais m'arrêter là pour la partie AI. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. Je suis là pour les questions. Du coup, sur la partie sécurité, vous êtes comment? Il y a un cryptage des données qui sont envoyées, il y a chiffrement des données. Chiffrement. On est très taquins chez OVH Cloud avec ça. Ouais. Ouais, alors généralement côté sécurité, je vous l'ai dit, on est sur des bases de données qui sont sur du Postgre. Les Postgre, en fait, on les a à côté public cloud chez OVH Cloud, donc c'est du Postgre managé. Donc bien sûr, c'est chiffré chez nous. On est aussi compliant avec pas mal de normes ISO. Je vous donnerai la page après, je ne sais pas tous les ISO 27000 et des brouettes. Mais voilà, donc c'est. Et on va en fait jusqu'aux certifications, notamment HDS pour l'hébergement des données de santé. Donc vos données, une fois qu'elles sont chez nous, vous n'avez rien à craindre. Voilà. Donc c'est cet aspect sécurité chez OVH Cloud. Il y a aussi un aspect réversibilité. C'est-à-dire vos données, quand vous avez mis chez nous, vous pouvez les enlever. Nous, le cloud est ouvert. Donc vous venez chez nous, si vous ne trouvez pas ce qu'il vous faut, on ne va pas vous forcer à rester là. Et quand je dis forcer, c'est on ne va pas vous mettre des Y-fees. Donc on ne va pas vous mettre du coût de trafic sur la sortie de vos données. C'est typiquement en fait le modèle économique qu'on va retrouver chez les hyperscalers. Une fois que vous avez mis vos données chez eux, ils savent très bien qu'en fin de compte le Graal il est là, c'est la donnée. Donc ils ne vont pas vous donner, en fait les clés pour aller sortir ces données-là de chez eux. Mais nous on n'est pas comme ça. Voilà. Donc on vous laisse aller et venir là-dessus. Je crois qu'il y a une question aussi, Boutsaf. Ouais. C'était la même. Moi j'ai une question par rapport au règles. Oui. Combien est-ce de documents vous pouvez rejeter? Et comment est-ce que vous gérez
Ouais, c'est peut-être pour toi Samuel, parce que c'est vrai que taille de contexte sur le Mistral 7B, on est à quoi? On est à... Mistral 7B, il y a 32 000 tokens de contexte. Après, pour l'instant, comme l'a dit Thibaut, le produit il est encore en alpha. Hein, là, on vous montre une démo de ce qui existe. À terme, on veut que le nombre de documents retrouvés, il soit configurable par les utilisateurs. En fait, l'idée, c'est vraiment que la web interface que vous voyez là, elle vous permet, vous, en tant qu'admin du projet, de vraiment adapter votre besoin à ce que vous voulez faire. En fait, en fonction des cas d'usage, on estime qu'on aura des clients qui auront des knowledge base avec des petits documents, là où il y aura d'autres clients qui auront des documents assez énormes. Et du coup, déjà en fonction du modèle, on supporte deux modèles, on supporte Lama et Mistral. Mistral a 32 000 tokens, peut supporter 32 000 tokens en entrée, alors que Lama, on n'est que sur du 4000. Donc en fait, on veut à terme que tout ça ce soit configurable. Pour l'instant, dans la version que vous voyez là, c'est assez basique, c'est qu'on récupère le premier document qu'on trouve répondant à cette question et on ne va pas chercher plus loin. Mais en ce qui concerne la vision à terme, voilà, c'est ce que je viens de dire juste avant, à savoir que vous puissiez tout configurer. Je me rends compte qu'il y a peut-être des gens qui ne savent pas ce que c'est un RAG ou comment ça fonctionne de manière spécifique. Si vous voulez, si vous êtes tous OK avec le terme, je passe. Sinon, je décris un petit peu comment ça fonctionne. Ça vous permettra peut-être de comprendre la question derrière. Donc voilà, je pense que vous avez peut-être tous déjà utilisé ChatGPT, voilà, ou quelque chose de similaire. Voilà, ChatGPT, voilà, c'est un LLM qui est derrière, voilà, développé par OpenAI, et c'est, j'ai envie de dire, une IA générative généraliste. C'est-à-dire qu'elle a été entraînée vraiment sur tellement de choses qu'elle est en capacité de vous répondre avec voilà, plus ou moins d'hallucinations sur tous les sujets. Ça, c'est très bien pour ChatGPT. C'est généralement moins bien quand on est une banque ou une assurance et qu'on a envie de mettre un assistant conversationnel sur son site web. On n'a pas envie qu'il soit généraliste, on a envie qu'il soit spécifié sur mon domaine métier. Pour faire ça, on a différentes solutions. Donc on peut faire du prompt engineering, c'est-à-dire configurer, j'ai envie de dire, des prompts, en fait, aider, j'ai envie de dire, affiner les réponses que va vous répondre votre LLM avec un contexte. Voilà. Donc ça, on peut le définir à la main, on peut lui donner des subsets d'exécution pour que vraiment ces réponses soient très contraintes, mais généralement c'est assez difficile et ça scale difficilement. Ce qu'on fait, qu'on a ça vraiment, qu'on a vraiment envie de spécifier un modèle, on peut aussi le fine-tuner, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, on peut réentraîner le modèle sur un dataset particulier, qui nécessite là aussi un petit peu plus de connaissances côté IA. Et la dernière solution, c'est de faire un RAG, donc un Retrieval Augmented Generation. Donc ça consiste en quoi? Ça consiste en déployer votre LLM, et aussi déployer une base de connaissances. Cette base de connaissances, c'est ce qui va spécifier le LLM. Donc dedans, si je reprends mon cas d'utilisation, je suis une banque, une assurance, je lui mets toute ma documentation métier à l'intérieur de ça. Quand je tape mon prompt à mon assistant conversationnel, ce prompt-là, il va d'abord aller chercher dans ma base de connaissances les documents qui correspondent à mon prompt. Avec ça, en fait, j'extrais un contexte, et ce contexte, je vais le donner au LLM en même temps que le prompt initial. Donc mon LLM, au lieu de recevoir uniquement le prompt et de donner une réponse générique, il reçoit le prompt, la question initiale, avec un contexte documentaire qui correspond à la question qu'on a posée. Et ça lui permet d'aller piocher dans ce contexte, d'aller spécialiser sa réponse. Donc on a la force du LLM et de toutes les capacités, j'ai envie de dire, NLP qu'il offre, et de conversationnel, mais en plus, on a un contexte métier précis. Je vous l'ai dit, on passe le contexte. Et la question qui est là-bas, c'est quelle est la taille de ce contexte-là? Vous vous rendez compte en effet que si on a beaucoup de documentation, en fait, on a tout intérêt à aller passer beaucoup de contexte, surtout si notre cas d'utilisation est compliqué, voilà, et que j'ai besoin de donner beaucoup de contexte pour spécifier la réponse de mon LLM. Donc la réponse est là. Et si je dois donner assez peu de contexte, et si mon LLM, le LLM que je déploie supporte assez peu en fin de compte de contexte en entrée, il va falloir que je sois très très précis dans la manière dont je vais shrinker ce contexte-là, donc dont je vais le compresser, pour qu'il soit le plus efficace possible et permettre de donner une réponse derrière. Donc c'est tout l'enjeu, voilà, du RAG et de la question là-bas sur le nombre, voilà, de la taille du contexte que vous pouvez prendre en entrée. Ouais, je referme la parenthèse RAG. J'aurais peut-être dû la faire avant la démo. Merde, pas. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui. Est-ce qu'il y a possibilité de faire la simulation des coûts d'exploitation, d'apprentissage, des références? Alors, sur la partie AI App Builder, pour le moment, il est en alpha et il n'a pas de pricing modèle associé et pas de business modèle associé non plus. Donc, je ferais bien en peine de vous donner une simulation de ce que ça pourrait vous coûter. Sur le reste des produits, que ce soit voilà, AI Training, AI Deploy,
vous avez le pricing qui est dispo et vous pouvez faire voilà, des simulations sur en fait. Donc, par contre, voilà, je ne pourrais pas vous dire voilà, avec tel dataset, ça va vous prendre tant de temps d'entraînement sur tel GPU avec tel coût. Là, ce sera un petit peu trop poussé. Cela dit, voilà, vous avez tous les prix avec les différents GPU derrière et vous pouvez faire des calculs, j'en dire vous-même. Oui. Sur ce sujet de facturation, du coup, si je déploie un modèle sur un GPU cloud, facturé à l'usage de l'instance, ou facturé au token Alors tout dépend. Si vous êtes sur la solution AI Deploy, en fin de compte, en mode container as a service, vous allez arriver avec votre modèle packagé sous forme d'image, avec votre application. C'est un peu ce que Maël va vous montrer. Vous allez voir en fait comment est-ce qu'on peut faire ça. Et en fait, vous allez être facturé, en fait, comme vous avez une instance qui monopolise du GPU, vous allez être facturé, je vais dire, sur la durée. Quand vous coupez votre applicatif, ça s'éteint. Si jamais vous avez configuré des réplicas 7 pour que ça scale aussi, ça auto-scale, ben voilà, la facturation va aussi augmenter si on vous rajoute des réplicas sur cette instance-là. Pour la partie IA générative, même réponse qu'avant, pour le moment, je n'ai pas de business model, je serais un peu embêté pour vous répondre. Cela dit, sur la partie AI Endpoints, on va pouvoir aller chercher des modèles de facturation un petit peu différents. Comme c'est des modèles d'IA qui sont exposés derrière une API, on ne mobilise pas d'infra, j'en vais dire, quand vous appelez pas. Cela dit, à chaque fois que vous appelez, on va pouvoir vous facturer soit sur la durée, soit sur le nombre de tokens qui seront trouvés. Là encore, business model pas fixé, mais on a des possibilités différentes. Et c'est tout ça l'avantage, en fin de compte, avec AI Endpoint, c'est vous avez des petits appels d'API, vous n'avez pas besoin d'inférer vous-même vos modèles. Et donc, pour tester, on va dire en mode prototype, c'est vraiment super. Parce que du coup, vous mobilisez zéro coût d'infra, et c'est juste vraiment à l'appel. Donc, si vous avez des clients, ça va générer de la facturation. Si vous avez personne, ça ne générera pas de coût derrière. D'autres questions? Sinon, je vais... Ouais, une deuxième. Pour faire le cycle complet, on nous a montré jusqu'au déploiement. Oui. Et si on veut revenir aux étapes précédentes, que tout est dispatché sur les différentes instances, ça se passe bien pour refaire du pré-training, du processing. C'est-à-dire, une fois qu'on a entraîné un modèle, est-ce qu'on peut le reprendre? On a besoin de rentraîner, de le retoucher. Oui, je vous l'ai dit de toute façon, à la base, nous, ce qu'on va vous fournir, c'est des facilités d'accès au GPU. Voilà. Que ce soit, voilà, je vous l'ai dit, bare metal, instance, cube ou AI Solutions. Derrière, vous récupérez tout. C'est-à-dire, vous faites l'entraînement de votre modèle, vous pouvez aussi le récupérer et l'inférer sur vos propres infrastructures. Là encore, on ne vous bloque pas, on ne vous coince pas le modèle. Sur certaines solutions, voilà, des clouders, je les aime bien, ils prennent un peu cher ça. Mais quand vous faites l'entraînement chez eux, ça reste coincé derrière et vous êtes obligé aussi d'en faire l'inférence. Donc chez nous, c'est pas trop le but de la maison. Donc à toute étape, et oui, vous pouvez réinjecter derrière, réentraîner, ça fonctionnera aussi bien. Une dernière sur GPT-3, GPT-4. Est-ce que c'est quelque chose, c'est un accès que vous proposez aussi? Et comment est-ce que vous gérez la sécurité des données avec ça? Alors, on est assez focus sur l'open source chez nous. Donc, on a vocation à démocratiser l'IA plutôt pour les entreprises et les gens qui mettent en place des solutions applicatives utilisant l'IA. On n'a pas vocation à, exposer un chat GPT par OVH Cloud sur lesquels les gens pourront faire de... Voilà. Donc, on est là pour vous fournir les outils, et si vous voulez le faire, ça, très bien, on vous donnera tout ce qu'il faut pour le faire. Mais je ne sais pas si j'ai répondu à la question ou si je suis à côté. Sinon, tu peux repréciser. Sur le RAC, par exemple, il y a besoin de faire tourner un modèle qui n'a pas besoin d'entraînement. C'est juste une solution de... Il y a besoin d'un modèle qui fonctionne bien. D'un modèle fondation, ouais. Et une base de fonds. Finalement, ça va très bien se connecter à un GPT-4, même depuis chez vous, pour avoir la puissance de GPT-4. D'accord. Ça pourrait, mais je suis quasiment sûr qu'on ne le fera pas justement pour cette question de protection des données. Donc, faut jamais dire jamais, mais en effet, c'est pas la mentalité en règle générale chez OVH de faire de développer ce genre de service, parce que voilà, on enverrait de la donnée ailleurs et notamment probablement aux États-Unis. Et nous, si on continue à augmenter les modèles qui sont disponibles, ce sera uniquement des modèles open source. Il y a une question là. C'est pareil pour entreprise?
Ouais, exactement pareil. Anthropic, c'est des API qui sont propriétaires, ils n'ont pas de modèle open source, en tout cas, si je ne me trompe pas, ils n'ont pas de modèle open source, donc ce sera pareil. On a quand même la chance que la communauté open source et que les travaux côté open source des modèles fonctionnent plutôt bien en ce moment. Et que voilà, on arrive toujours à avoir des modèles super pertinents en open source. Alors après, il y a open source et open source. Voilà. Tout va dépendre aussi de la licence et de comment est-ce qu'on peut exploiter ça derrière. Par rapport à ça, la licence de Llama, il n'y a pas un truc, si on est à plus de 750 millions d'échanges de chiffre d'affaires, parce que 750 millions de chiffre d'affaires, il y a une partie commerciale, ça se passe comment? Alors en fait, il y a deux clauses, notamment dans le modèle Llama, qui sont différentes de l'open source classique. Ouais, il y a une clause en termes de, en effet, d'utilisateurs qu'on peut servir sur le modèle, et il y a une autre clause, c'est les clauses classiques qu'on voit souvent sur les modèles d'IA, mais ça va être, ne doit pas être utilisé pour du terrorisme, pour de la haine, enfin ce genre de choses. Donc en ce qui concerne la première clause sur le nombre d'utilisateurs, ça c'est nous qui gérons, c'est-à-dire qu'en fait on supervise combien on a d'utilisateurs sur le modèle, et puis si un jour on s'aperçoit qu'on est beaucoup trop haut vis-à-vis de cette limite-là, on fera le nécessaire auprès de la société Meta. J'ai plus les chiffres en tête, mais par contre c'est des chiffres totalement aberrants. Enfin, en fait, en mettant cette clause-là, ils empêchent surtout les autres géants en fait d'utiliser leur modèle plus que des petits acteurs français. Enfin, on va dire ça comme ça. Mais il n'empêche que oui, cette métrique-là, en tout cas, on la supervise de notre côté, et ce sera à nous en tout cas de s'en occuper. Par contre, pour l'autre métrique, en fait, on redispatche la responsabilité sur les utilisateurs du service. C'est-à-dire que les clients qui viendront chez nous pour utiliser ce service-là, au moment où ils signeront les conditions d'utilisation, ce sera remis en fait dans les conditions d'utilisation que si vous utilisez le modèle Llama, eh ben, du coup vous vous engagez aussi à ne pas l'utiliser dans des cas de terrorisme, haine, etc. Super. Si on est bon, je vais laisser la main à Maël pour la petite partie démonstration.